Françoise, au retour, déclara que je m'étais trouvé indisposé, que j'avais dû prendre un chaud et froid. Et le docteur, aussitôt appelé, déclara préférer la sévérité, la virulence de la poussée fébrile qui accompagnait ma congestion pulmonaire et ne serait qu'un feu de paille à des formes plus insidieuses et larvées. Depuis longtemps déjà, j'étais sujet à des étouffements, et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère, qui me voyait déjà mourant alcoolique, m'avait conseillé, outre la caféine qui m'était prescrite pour m'aider à respirer, de prendre de la bière, du champagne ou du cognac, quand je sentais venir une crise. Celle-ci avorterait, disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. J'étais souvent obligé, pour que ma grand-mère permît qu'on m'en donnât, de ne pas dissimuler, de faire presque montre de mon état de suffocation. D'ailleurs, dès que je le sentais s'approcher, toujours incertain des proportions qu'il prendrait, j'en étais inquiet à cause de la tristesse de ma grand-mère, que je craignais beaucoup plus que ma souffrance. Mais en même temps, mon corps, soit qu'il fût trop faible pour garder seul le secret de celle-ci, soit qu'il redoutât que dans l'ignorance du mal imminent on exigeât de moi quelques efforts qui lui eût été impossibles ou dangereux, me donnait le besoin d'avertir ma grand-mère de mes malaises avec une exactitude où je finissais par mettre une sorte de scrupule physiologique. Apercevais-je en moi un symptôme fâcheux que je n'avais pas encore discerné, mon corps était en détresse tant que je ne l'avais pas communiqué à ma grand-mère. Feignait-elle de n'y prêter aucune attention, il me demandait d'insister. Parfois j'allais trop loin, et le visage aimé, qui n'était pas toujours aussi maître de ses émotions qu'autrefois, laissait paraître une expression de pitié, une contraction douloureuse. Alors mon cœur était torturé par la vue de la peine qu'elle avait. Comme si mes baisers eussent dû effacer cette peine, comme si ma tendresse eût pu donner à ma grand-mère autant de joie que mon bonheur, je me jetai dans ses bras. Et les scrupules étant d'autre part apaisés par la certitude qu'elle connaissait le malaise ressenti, mon corps ne faisait pas opposition à ce que je la rassurasse. Je protestais que ce malaise n'avait rien de pénible, que je n'étais nullement à plaindre, qu'elle pouvait être certaine que j'étais heureux. Mon corps avait voulu obtenir exactement ce qu'il méritait de pitié, et pourvu qu'on sût qu'il avait une douleur en son côté droit, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que je déclarasse que cette douleur n'était pas un mal, et n'était pas pour moi un obstacle au bonheur, mon corps ne se piquant pas de philosophie. Elle n'était pas de son ressort. J'eus presque chaque jour de ces crises d'étouffement pendant ma convalescence. Un soir que ma grand-mère m'avait laissé assez bien, elle rentra dans ma chambre très tard dans la soirée, et s'apercevant que la respiration me manquait, « Oh mon Dieu, comme tu souffres !» s'écria-t-elle, les traits bouleversés. Elle me quitta aussitôt, j'entendis la porte cochère, elle rentra un peu plus tard avec du cognac qu'elle était allée acheter parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Bientôt je commençais à me sentir heureux. Ma grand-mère, un peu rouge, avait l'air gêné, et ses yeux une expression de lassitude et de découragement. « J'aime mieux te laisser, que tu profites un peu de ce mieux, » me dit-elle, en me quittant brusquement. Je l'embrassai pourtant, et je sentis sur ses joues fraîches quelque chose de mouillé, dont je ne sus pas si c'était l'humidité de l'air nocturne qu'elle venait de traverser. Le lendemain, elle ne vint que le soir dans ma chambre, parce qu'elle avait eu, me dit-on, à sortir. Je trouvais que c'était montrer bien de l'indifférence pour moi, et je me retins pour ne pas la lui reprocher. Mes suffocations ayant persisté, alors que ma congestion depuis longtemps finie ne les expliquait plus, mes parents firent venir en consultation le professeur Cottard. Il ne suffit pas à un médecin appelé dans des cas de ce genre d'être instruit. Mis en présence de symptômes qui peuvent être ceux de 3 ou 4 maladies différentes, c'est en fin de compte son flair, son coup d'œil qui décide à laquelle, malgré les apparences à peu près semblables, il y a chance qu'il y ait affaire. Ce don mystérieux n'implique pas de supériorité dans les autres parties de l'intelligence, et un être d'une grande vulgarité, aimant la plus mauvaise peinture, la plus mauvaise musique, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut parfaitement le posséder. Dans mon cas, ce qui était matériellement observable pouvait aussi bien être causé par des spasmes nerveux, par un commencement de tuberculose, par de l'asthme,
par une dyspnée toxie alimentaire avec insuffisance rénale, par de la bronchite chronique, par un état complexe dans lequel seraient entrés plusieurs de ces facteurs. Or, les spasmes nerveux demandaient à être traités par le mépris, la tuberculose par de grands soins et par un genre de suralimentation qui eût été mauvais pour un état arthritique comme l'asthme et eût pu devenir dangereux en cas de dyspnée toxie alimentaire, laquelle exige un régime qui, en revanche, serait néfaste pour un tuberculeux. Mais les hésitations de Cottard furent courtes et ses prescriptions impérieuses. Purgatif violent et drastique, lait pendant plusieurs jours, rien que du lait. Pas de viande, pas d'alcool. Ma mère murmura que j'avais pourtant bien besoin d'être reconstitué, que j'étais déjà assez nerveux, que cette purge de cheval et ce régime me mettraient à bas. Je vis aux yeux de Cottard, aussi inquiet que s'il avait peur de manquer le train, qu'il se demandait s'il n'était pas laissé aller à sa douceur naturelle. Il tâchait de se rappeler s'il avait pensé à prendre un masque froid comme on cherche une glace pour regarder si on n'a pas oublié de nouer sa cravate. Dans le doute, et pour faire à tout hasard compensation, il répondit grossièrement « Je n'ai pas l'habitude de répéter 2 fois mes ordonnances. Donnez-moi une plume. Et surtout du lait. Plus tard, quand nous aurons jugulé les crises et l'agrypnie, je veux bien que vous preniez quelques potages, puis des purées, mais toujours au lait au lait. Cela vous plaira, puisque l'Espagne est à la mode. Au lait au lait. » Ses élèves connaissaient bien ce calembour qu'il faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un cardiaque ou un hépatique au régime lacté. Ensuite, vous reviendrez progressivement à la vie commune. Mais chaque fois que la toux et les étouffements recommenceront, purgatif, lavage intestinaux, lit, lait. Il écouta d'un air glacial, sans y répondre, les dernières objections de ma mère. Et comme il nous quitta sans avoir daigné expliquer les raisons de ce régime, mes parents le jugèrent sans rapport avec mon cas, inutilement affaiblissant, et ne me le firent pas essayer. Ils cherchèrent naturellement à cacher au professeur leur désobéissance, et pour y réussir, plus sûrement, évitèrent toutes les maisons où il aurait pu le rencontrer. Puis, mon état s'aggravant, on se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cottard. Au bout de 3 jours, je n'avais plus de râle, plus de toux, et je respirais bien. Alors nous comprîmes que Cottard, tout en me trouvant, comme il le dit dans la suite, assez asthmatique et surtout toqué, avait discerné que ce qui prédominait à ce moment-là en moi, c'était l'intoxication, et qu'en faisant couler mon foie et en lavant mes reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces. Et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Je pus enfin me lever, mais on parlait de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées. On disait que c'était à cause du mauvais air. Je pensais bien qu'on profitait du prétexte pour que je ne pusse plus voir mademoiselle Swann, et je me contraignais à redire tout le temps le nom de Gilberte, comme ce langage natal que les vaincus s'efforcent de maintenir pour ne pas oublier la patrie qu'ils ne reverront pas. Quelquefois, ma mère passait sa main sur mon front en me disant « Alors, les petits garçons ne racontent plus à leur maman les chagrins qu'ils ont ?» Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant « Oh, monsieur a une mine oh, vous ne vous êtes pas regardé, on dirait un mort !» Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eût pris de mes airs funèbres. Ses déplorations tenaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. Je conclus provisoirement qu'il était social et professionnel. Un jour, à l'heure du courrier, ma mère posa sur mon lit une lettre. Je l'ouvris distraitement, puisqu'elle ne pouvait pas porter la seule signature qui m'eût rendu heureux, celle de Gilberte, avec qui je n'avais pas de relation en dehors des Champs-Élysées. Or, au bas du papier, timbré d'un sceau d'argent représentant un chevalier casqué sous lequel se contournait cette devise « Per viam rectam », au-dessous d'une lettre, d'une grande écriture, et où presque toutes les phrases semblaient soulignées, simplement parce que la barre des T était tracée non au travers d'eux, mais au-dessus, mettait un trait sous le mot correspondant de la ligne supérieure, ce fut justement
la signature de Gilberte que je vis. Mais parce que je la savais impossible dans une lettre adressée à moi, cette vue non accompagnée de croyance ne me causa pas de joie. Pendant un instant, elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. Avec une vitesse vertigineuse, cette signature, sans vraisemblance, jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, mon mur. Je voyais tout vaciller, comme quelqu'un qui tombe de cheval, et je me demandais s'il n'y avait pas une existence toute différente de celle que je connaissais, en contradiction avec elle, mais qui serait la vraie, et qui, m'étant montrée tout d'un coup, me remplissait de cette hésitation que les sculpteurs, dépeignant le jugement dernier, ont donné aux morts réveillés qui se trouvent au seuil de l'autre monde. « Mon cher ami, disait la lettre, j'ai appris que vous aviez été très souffrant, et que vous ne veniez plus aux Champs-Élysées. Moi, je n'y vais guère non plus parce qu'il y a énormément de malades. Mais mes amis viennent goûter tous les lundis et vendredis à la maison. Maman m'a charge de vous dire que vous feriez très grand plaisir en venant aussi dès que vous serez rétabli, et nous pourrions reprendre à la maison nos bonnes causeries des Champs-Élysées. Adieu, mon cher ami. J'espère que vos parents vous permettront de venir très souvent goûter, et je vous envoie toutes mes amitiés, Gilberte. » Tandis que je lisais ces mots, mon système nerveux recevait avec une diligence admirable la nouvelle qui m'arrivait un grand bonheur. Mais mon âme, c'est-à-dire moi-même, et en somme le principal intéressé, l'ignorait encore. Le bonheur. Le bonheur par Gilberte, c'était une chose à laquelle j'avais constamment songé. Une chose tout en pensée. C'était, comme disait Léonard de la peinture, cosa mentale. Une feuille de papier couverte de caractères. La pensée ne s'assimile pas cela tout de suite. Mais dès que j'eus terminé la lettre, je pensais à elle. Elle devint un objet de rêverie. Elle devint aussi cosa mentale. Et je l'aimais déjà tant que toutes les 5 minutes, il me fallait la relire, l'embrasser. Alors je connus mon bonheur. La vie est semée de ces miracles qui peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Il est possible que celui-ci eût été provoqué artificiellement par ma mère, qui, voyant que depuis quelque temps j'avais perdu tout cœur à vivre, avait peut-être fait demander à Gilberte de m'écrire, comme au temps de mes premiers bains de mer, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration. Elle remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. D'ailleurs, pour tous les événements qui dans la vie et ces situations contrastées se rapportent à l'amour, le mieux est de ne pas essayer de comprendre, puisque dans ce qu'ils ont d'inexorable comme d'inespéré, ils semblent régis par des lois plutôt magiques que rationnelles. Quand un multimillionnaire, homme malgré cela charmant, reçoit son congé d'une femme pauvre et sans agrément avec qui il vit, appelle à lui, dans son désespoir, toutes les puissances de l'or et fait jouer toutes les influences de la terre, sans réussir à se faire reprendre, mieux vaut devant l'invincible entêtement de sa maîtresse. Supposer que le destin veut l'accabler et le faire mourir d'une maladie de cœur, plutôt que de chercher une explication logique. Ces obstacles contre lesquels les amants ont à lutter et que leur imagination surexcitée par la souffrance cherche en vain à deviner, résident parfois dans quelques singularités de caractère de la femme qu'ils ne peuvent ramener à eux, dans sa bêtise, dans l'influence qu'ont prise sur elle et les craintes que lui ont suggérées des êtres que l'amant ne connaît pas, dans le genre de plaisir qu'elle demande momentanément à la vie, plaisir que son amant, ni la fortune de son amant ne peuvent lui offrir. En tout cas, l'amant est mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cache et que son propre jugement, faussé par l'amour, l'empêche d'apprécier exactement. Il ressemble à cette humeur que le médecin finit par réduire, mais sans en avoir connu l'origine. Comme elle, ces obstacles restent mystérieux, mais sont temporaires. Seulement, ils durent généralement plus que l'amour. Et comme celui-ci n'est pas une passion désintéressée, l'amoureux qui n'aime plus ne cherche pas à savoir pourquoi la femme pauvre et légère qu'il aimait s'est obstinément refusée pendant des années à ce qu'il continua à l'entretenir. Or, le même mystère qui dérobe aux yeux, souvent la cause des catastrophes, quand il s'agit de l'amour,
entoure tout aussi fréquemment la soudaineté de certaines solutions heureuses telles que celles qui m'étaient apportées par l'alerte de Gilberte. Solutions heureuses, ou du moins qui paraissent l'être, car il n'y en a guère qui le soient réellement quand il s'agit d'un sentiment d'une telle sorte que toute satisfaction qu'on lui donne ne fait généralement que déplacer la douleur. Parfois pourtant une trêve est accordée et l'on a pendant quelque temps l'illusion d'être guéri. En ce qui concerne cette lettre, au bas de laquelle Françoise se refusa à reconnaître le nom de Gilberte, parce que le G historié appuyé sur un I sans point avait l'air d'un A, tandis que la dernière syllabe était indéfiniment prolongée à l'aide d'un paraphe dentelé, si l'on en tient à chercher une explication rationnelle du revirement qu'elle traduisait et qui me rendait si joyeux, peut-être pourra-t-on penser que j'en fus, pour une part, redevable à un incident que j'avais cru au contraire de nature à me perdre à jamais dans l'esprit des Swann. Peu de temps auparavant, Bloch était venu pour me voir, pendant que le professeur Cottard, que depuis que je suivais son régime on avait fait revenir, se trouvait dans ma chambre. La consultation étant finie, et Cottard restant seulement en visiteur, parce que mes parents l'avaient retenu à dîner, on laissa entrer Bloch. Comme nous étions tous en train de causer, Bloch ayant raconté qu'il avait entendu dire que madame Swann m'aimait beaucoup, par une personne avec qui il avait dîné la veille, et qui elle-même était très liée avec madame Swann, j'aurais voulu lui répondre qu'il se trompait, certainement, et bien établir, par le même scrupule qui me l'avait fait déclarer à M. de Norpois, et de peur que madame Swann me prît pour un menteur, que je ne la connaissais pas, et ne lui avais jamais parlé. Mais je n'eus pas le courage de rectifier l'erreur de Bloch, parce que je compris bien qu'elle était volontaire, et que s'il inventait quelque chose que madame Swann n'avait pas pu dire, en effet, c'était pour faire savoir ce qu'il jugeait flatteur, et ce qui n'était pas vrai, qu'il avait dîné à côté d'une des amies de cette dame. Or, il arriva que tandis que M. de Norpois, apprenant que je ne connaissais pas et aurait aimé connaître madame Swann, s'était bien gardé de lui parler de moi, Cottard, qu'elle avait pour médecin, ayant induit de ce qu'il avait entendu dire à Bloch, qu'elle me connaissait beaucoup et m'appréciait, pensa que quand il la verrait dire que j'étais un charmant garçon, avec lequel il était lié, ne pourrait en rien être utile pour moi et serait flatteur pour lui. 2 raisons qui le décidèrent à parler de moi à Odette dès qu'il en trouva l'occasion. Alors je connus cet appartement d'où dépassait, jusque dans l'escalier, le parfum dont se servait madame Swann, mais qu'embaumait bien plus encore le charme particulier et douloureux qui émanait de la vie de Gilberte. L'implacable concierge, changé en une bienveillante Ménide, prit l'habitude, quand je lui demandais si je pouvais monter, de m'indiquer en soulevant sa casquette d'une main propice qu'il exauçait ma prière. Les fenêtres qui, du dehors, interposaient entre moi et les trésors qui ne m'étaient pas destinés à un regard brillant, distant et superficiel qui me semblait le regard même des Swann, il m'arriva, quand à la belle saison j'avais passé tout un après-midi avec Gilberte dans sa chambre, de les ouvrir moi-même pour laisser entrer un peu d'air, et même de m'y pencher à côté d'elle, si c'était le jour de réception de sa mère, pour voir arriver les visites qui souvent, levant la tête, en descendant de voiture, me faisaient bonjour de la main, me prenant pour quelque neveu de la maîtresse de maison. Les nattes de Gilberte, dans ces moments-là, touchaient ma joue. Elles me semblaient, en la finesse de leur gramène, à la fois naturelles et surnaturelles. Et la puissance de leur rinceau d'art, un ouvrage unique pour lequel on avait utilisé le gazon même du paradis. À une section même infime d'elle, quel herbier céleste n'eussé-je pas donné comme chasse. Mais n'espérant point obtenir un morceau vrai de ces nattes, si au moins j'avais pu en posséder la photographie, combien plus précieuse que celle de Fleurette dessinée par le Vinci. Pour en avoir une, je fis auprès d'amis des Swann et même des photographes des bassesses qui ne me procurèrent pas ce que je voulais, mais me lièrent pour toujours avec des gens très ennuyeux. Les parents de Gilberte, qui si longtemps m'avaient empêché de la voir maintenant, quand j'entrais dans la sombre antichambre
où planait perpétuellement, plus formidable et plus désiré que jadis à Versailles, l'apparition du roi, la possibilité de les rencontrer, où, habituellement, après avoir buté contre un énorme porte-manteau à 7 branches, comme le chandelier de l'écriture, je me confondais en salutation devant un valet de pied assis dans sa longue jupe grise sur le coffre de bois, et que dans l'obscurité j'avais pris pour madame Swann, les parents de Gilberte. Si l'un d'eux se trouvait à passer au moment de mon arrivée, loin d'avoir l'air irrité, me serrait la main en souriant et me disait « Comment allez-vous » qu'ils prononçaient tous deux « Comment allez-vous » sans faire la liaison du T, liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. « Gilberte, sait-elle que vous êtes là ? Alors je vous quitte. » Bien plus les goûters eux-mêmes que Gilberte offrait à ses amis, et qui si longtemps m'avaient paru la plus infranchissable des séparations accumulées entre elle et moi, devenaient maintenant une occasion de nous réunir dont elle m'avertissait par un mot, écrit, parce que j'étais une relation encore assez nouvelle, sur un papier à lettres toujours différent. Une fois, il était orné d'un caniche bleu en relief surmontant une légende humoristique écrite en anglais et suivie d'un point d'exclamation. Une autre fois timbré d'une encre marine ou du chiffre GS, démesurément allongé en un rectangle qui tenait toute la hauteur de la feuille, ou encore du nom Gilberte Tanceau tracé en travers dans un coin en caractères dorés qui imitait la signature de mon ami et finissait par un paraphe au-dessous d'un parapluie ouvert imprimé en noir, tantôt enfermé dans un monogramme en forme de chapeau chinois qui en contenait toutes les lettres en majuscules sans qu'il fût possible d'en distinguer une seule. Enfin, comme la série des papiers à lettres que Gilberte possédait, pour nombreuse que fût cette série, n'était pas illimitée, au bout d'un certain nombre de semaines, je voyais revenir celui qui portait, comme la première fois qu'elle m'avait écrit, la devise « Per viam rectam » au-dessous du chevalier casqué dans une médaille d'argent bruni. Et chacun était choisi tel jour plutôt que tel autre, en vertu de certains rites, pensais-je alors, mais plutôt, je le crois maintenant, parce qu'elle cherchait à se rappeler ceux dont elle s'était servie les autres fois, de façon à ne jamais envoyer le même à un de ses correspondants, au moins de ceux pour qui elle prenait la peine de faire des frais, qu'aux intervalles les plus éloignés possibles. Comme à cause de la différence des heures de leurs leçons, certaines des amies que Gilberte invitait à s'y goûter étaient obligées de partir comme les autres arrivaient seulement. Dès l'escalier, j'entendais s'échapper de l'antichambre un murmure de voix qui, dans l'émotion que me causait la cérémonie imposante à laquelle j'allais assister, rompait brusquement, bien avant que j'atteignisse le panier, les liens qui me rattachaient encore à la vie antérieure et m'ôtaient jusqu'au souvenir d'avoir à retirer mon foulard une fois que je serais au chaud et de regarder l'heure pour ne pas rentrer en retard. Cet escalier, d'ailleurs tout en bois, comme on faisait alors dans certaines maisons de rapport de ce style Henri II, qui avait été si longtemps l'idéal d'Odette et dont elle devait bientôt se déprendre, et pourvu d'une pancarte sans équivalent chez nous, sur laquelle on lisait ces mots « Défense de se servir de l'ascenseur pour descendre », me semblait quelque chose de tellement prestigieux que je dis à mes parents que c'était un escalier ancien rapporté de très loin par M. Swann. Mon amour de la vérité était si grand que je n'aurais pas hésité à leur donner ce renseignement même si j'avais su qu'il était faux, car seul il pouvait permettre d'avoir, pour la dignité de l'escalier des Swann, le même respect que moi. C'est ainsi que devant un ignorant, qui ne peut comprendre en quoi consiste le génie d'un grand médecin, on croirait bien faire de ne pas avouer qu'il ne sait pas guérir le rhume de cerveau. Mais, comme je n'avais aucun esprit d'observation, comme en général je ne savais ni le nom ni l'espèce des choses qui se trouvaient sous mes yeux, et comprenais seulement que, quand elles approchaient les Swann, elles devaient être aussi extraordinaires, il ne me parut pas certain qu'en avertissant mes parents de leur valeur artistique et de la provenance lointaine de cet escalier, je commisse un mensonge. Cela ne me parut pas certain, mais cela dut me paraître probable, car je me sentis devenir très rouge quand mon père m'interrompit en disant « Je connais ces maisons-là, j'en ai vu une, elles sont toutes pareilles. Swann occupe simplement plusieurs étages, c'est Berlier qui les a construites. »
Il ajouta qu'il avait voulu louer dans l'une d'elles, mais qu'il y avait renoncé, ne les trouvant pas commodes et l'entrée pas assez claire. Il le dit. Je me sentis instinctivement que mon esprit devait faire au prestige des Swann et à mon bonheur les sacrifices nécessaires, et par un coup d'autorité intérieure, malgré ce que je venais d'entendre, j'écartai à tout jamais de moi, comme un dévot de la vie de Jésus de Renan, la pensée dissolvante que leur appartement était un appartement quelconque que nous aurions pu habiter. Cependant, ces jours de goûter, m'élevant dans l'escalier marche à marche, déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire, n'étant plus que le jouet des plus vils réflexes, j'arrivai à la zone où le parfum de madame Swann se faisait sentir. Je croyais déjà voir la majesté du gâteau au chocolat, entouré d'un cercle d'assiettes à petits fours et de petites serviettes damassées grises à dessin exigées par l'étiquette et particulière aux Swann. Mais cet ensemble inchangeable et réglé semblait, comme l'univers nécessaire de Kant, suspendu à un acte suprême de liberté. Car quand nous étions dans le petit salon de Gilberte, tout d'un coup, regardant l'heure, elle disait « Dites, mon déjeuner commence à être loin, je ne dîne qu'à 8 heures, j'ai bien envie de manger quelque chose. Qu'en diriez-vous » Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un temple antique peint par Rembrandt, et où un gâteau architectural, aussi débonnaire et familier qu'il était imposant, semblait trôner là, à tout hasard, comme un jour quelconque, pour le cas où il aurait pris fantaisie à Gilberte de le découronner de ses créneaux en chocolat et d'abattre ses remparts aux pentes fauves et raides, cuites au four comme les bastions du palais de Darius. Bien mieux, pour procéder à la destruction de la pâtisserie ninitive, Gilberte ne consultait pas seulement sa faim. Elle m'informait encore de la mienne, tandis qu'elle extrayait pour moi du monument écroulé tout un pan verni et cloisonné de fruits écarlates dans le goût oriental. Elle me demandait même l'heure à laquelle mes parents dînaient, comme si je l'avais encore su, comme si le trouble qui me dominait avait laissé persister la sensation de l'inappétence ou de la faim, la notion du dîner ou l'image de la famille, dans ma mémoire vide et mon estomac paralysé. Malheureusement, cette paralysie n'était que momentanée. Les gâteaux que je prenais sans m'en apercevoir, il viendrait un moment où il faudrait les digérer. Mais il était encore lointain. En attendant, Gilberte me faisait mon thé. J'en buvais indéfiniment, alors qu'une seule tasse m'empêchait de dormir pour 24 heures. Aussi ma mère avait-elle l'habitude de dire « C'est ennuyeux, cet enfant ne peut pas aller chez les Swann sans rentrer malade. » Mais savais-je seulement, quand j'étais chez les Swann, que c'était du thé que je buvais? L'eussé-je su que j'en eusse pris tout de même, car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent, cela ne m'eût pas rendu le souvenir du passé et la prévision de l'avenir. Mon imagination n'était pas capable d'aller jusqu'au temps lointain où je pourrais avoir l'idée de me coucher et le besoin du sommeil. Les amies de Gilberte n'étaient pas toutes plongées dans cet état d'ivresse où une décision est impossible. Certaines refusaient du thé. Alors Gilberte disait, phrase très répandue à cette époque, « Décidément, je n'ai pas de succès avec mon thé. » Et pour effacer davantage l'idée de cérémonie, dérangeant l'ordre des chaises autour de la table, « Nous avons l'air d'une noce, mon Dieu, que les domestiques sont bêtes !» Elle grignotait, assise de côté, sur un siège en forme d'X et placé de travers. Même comme s'il eût pu avoir tant de petits fours à sa disposition, sans avoir demandé la permission à sa mère, quand madame Swann, dont le jour coïncidait d'ordinaire avec les goûters de Gilberte, après avoir reconduit une visite, entrait un moment après, en courant, quelquefois habillée de velours bleu, souvent dans une robe en satin noir couverte de dentelle blanche, et elle disait d'un air étonné « Tiens, ça a l'air bon ce que vous mangez là, cela me donne faim de vous voir manger du cake. » « Eh bien, maman, nous vous invitons, » répondait Gilberte. « Mais non, mon trésor, qu'est-ce que diraient mes visites? J'ai encore madame Trombert, madame Cottard et madame Bontemps. Tu sais que chère madame Bontemps ne fait pas des visites très courtes, et elle vient seulement d'arriver. Qu'est-ce qu'ils diraient, tous ces bonnes gens, de ne pas me voir revenir? S'il ne vient plus personne, je reviendrai bavarder avec vous.
ce qui m'amusera beaucoup plus quand elles seront parties. Je crois que je mérite d'être un peu tranquille. J'ai eu 45 visites, et sur 45, il y en a eu 42 qui ont parlé du tableau de Jérôme. Mais venez donc un de ces jours, me disait-elle, prendre votre thé avec Gilberte. Elle vous le fera comme vous l'aimez, comme vous le prenez dans votre petit studio, ajoutait-elle, tout en s'enfuyant vers ses visites, et comme si ça avait été quelque chose d'aussi connu de moi que mes habitudes fussent celles que j'aurais eues de prendre le thé si j'en avais jamais pris. Quant à un studio, j'étais incertain si j'en avais eu un ou non, que j'étais venu chercher dans ce monde mystérieux. Quand viendrez-vous ? Demain, on vous fera des toasts aussi bons que chez Colombin. Non ? Oh, vous êtes un vilain, disait-elle, car depuis qu'elle aussi commençait à avoir un salon, elle prenait les leçons de madame Verdurin, son ton de despotisme minaudier. Les toasts m'étant d'ailleurs aussi inconnus que Colombin, cette dernière promesse n'aurait pu ajouter à ma tentation. Il semblera plus étrange, puisque tout le monde parle ainsi, et peut-être même maintenant à Combray, que je n'eusse pas à la première minute compris de qui voulait parler madame Swann quand je l'entendis me faire l'éloge de notre vieille nurse. Je ne savais pas l'anglais. Je compris bientôt pourtant que ce mot désignait Françoise. Moi qui, aux Champs-Élysées, avais eu si peur de la fâcheuse impression qu'elle devait produire, j'appris par madame Swann que c'est tout ce que Gilberte lui avait raconté sur ma nurse qui lui avait donné à elle et à son mari de la sympathie pour moi. On sent qu'elle vous est si dévouée, qu'elle est si bien. Aussitôt, je changeai entièrement d'avis sur Françoise. Par contre-coup, avoir une institutrice pourvue d'un caoutchouc et d'un plumet ne me sembla plus chose si nécessaire. Enfin, je compris par quelques mots échappés à madame Swann sur madame Blatin, dont elle reconnaissait la bienveillance mais redoutait les visites, que des relations personnelles avec cette dame ne m'eussent pas été aussi précieuses que j'avais cru et n'eussent amélioré en rien ma situation chez les Swann. Si j'avais déjà commencé d'explorer avec ces tressaillements de respect et de joie le domaine féerique qui, contre toute attente, avait ouvert devant moi ses avenues jusque-là fermées, pourtant c'était seulement en tant qu'ami de Gilberte. Le royaume dans lequel j'étais accueilli était contenu lui-même dans un plus mystérieux encore, où Swann et sa femme menaient leur vie surnaturelle et vers lequel ils se dirigeaient après m'avoir serré la main quand ils traversaient en même temps que moi, en sens inverse, l'antichambre. Mais bientôt je pénétrai aussi au cœur du sanctuaire. Par exemple, Gilberte n'était pas là. Monsieur ou madame Swann se trouvaient à la maison. Ils avaient demandé qui avait sonné, et apprenant que c'était moi, m'avaient fait prier d'entrer un instant auprès d'eux, désirant que j'usasse, dans tel ou tel sens, pour une chose ou pour une autre, de mon influence sur leur fille. Je me rappelais cette lettre si complète, si persuasive, que j'avais naguère écrite à Swann et à laquelle il n'avait même pas daigné répondre. J'admirais l'impuissance de l'esprit, du raisonnement et du cœur à opérer la moindre conversion, à résoudre une seule de ces difficultés qu'ensuite la vie, sans qu'on sache seulement comment elle s'y est prise, dénoue si aisément. Ma position nouvelle d'ami de Gilberte, douée sur elle d'une excellente influence, me faisait maintenant bénéficier de la même faveur que si ayant eu pour camarade, dans un collège où on m'eût classé toujours premier, le fils d'un roi, j'avais dû à ce hasard mes petites entrées au palais et des audiences dans la salle du trône. Swann, avec une bienveillance infinie, et comme s'il n'avait pas été surchargé d'occupations glorieuses, me faisait entrer dans sa bibliothèque, et m'y laissait pendant 1 heure répondre par des balbutiements, des silences de timidité, coupés de brefs et incohérents élans de courage, à des propos dont mon émoi m'empêchait de comprendre un seul mot. Il me montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de m'intéresser, et dont je ne doutais pas d'avance qu'ils ne passassent indéfiniment en beauté tout ce que possèdent le Louvre et la Bibliothèque nationale, mais qu'il m'était impossible de regarder. À ces moments-là, son maître d'hôtel m'aurait fait plaisir en me demandant de lui donner ma montre.
mon épingle de cravate, mes bottines, et de signer un acte qui le reconnaissait pour mon héritier. Selon la belle expression populaire dont, comme pour les plus célèbres épopées, on ne connaît pas l'auteur, mais qui, comme elle, et contrairement à la théorie de Woolf, on a eu certainement un de ces esprits inventifs et modestes, ainsi qu'ils s'en rencontrent chaque année, lequel font des trouvailles telles que mettre un nom sur une figure. Mais leur nom, à eux, ils ne le font pas connaître. Je ne savais plus ce que je faisais. Tout au plus m'étonnai-je quand la visite se prolongeait. À quel néant de réalisation, à quelle absence de conclusion heureuse conduisaient ces heures vécues dans la demeure enchantée. Mais ma déception ne tenait ni à l'insuffisance des chefs-d'œuvre montrés, ni à l'impossibilité d'arrêter sur eux un regard distrait. Car ce n'était pas la beauté intrinsèque des choses qui me rendait miraculeux d'être dans le cabinet de Swann. C'était l'adhérence à ces choses, qui eussent pu l'être plus laides au monde, du sentiment particulier, triste et voluptueux que j'y localisais depuis tant d'années et qui l'imprégnait encore. De même, la multitude des miroirs, des brosses d'argent, des autels à Saint-Antoine de Padoue, sculptés et peints par les plus grands artistes. Ses amis n'étaient pour rien dans le sentiment de mon indignité et de sa bienveillance royale qui m'était inspirée quand madame Swann me recevait un moment dans sa chambre, où trois et belles imposantes créatures, sa première, sa deuxième et sa troisième femme de chambre, préparaient en souriant des toilettes merveilleuses, et vers lesquelles, sur l'ordre proféré par le valet de pied en culotte courte, que madame désirait me dire un mot, je me dirigeais par le sentier sinueux d'un couloir tout embaumé à distance des essences précieuses qui exhalaient sans cesse du cabinet de toilette leurs effluves odoriférants. Quand madame Swann était retournée auprès de ses visites, nous l'entendions encore parler et rire, car même devant deux personnes, et comme si elle avait eu à tenir tête à tous les camarades, elle élevait la voix, lançait les mots, comme elle l'avait si souvent, dans le petit clan, entendu faire à la patronne dans les moments où celle-ci dirigeait la conversation. Les expressions que nous avons récemment empruntées aux autres étant celles, au moins pendant un temps, dont nous aimons le plus à nous servir, madame Swann choisissait tantôt celles qu'elle avait apprises de gens distingués que son mari n'avait pu éviter de lui faire connaître, c'est d'eux qu'elle tenait le maniérisme qui consiste à supprimer l'article ou le pronom démonstratif devant un adjectif qualifiant une personne, tantôt de plus vulgaire, par exemple « c'est un rien », mot favori d'une de ses amies, et cherchait à les placer dans toutes les histoires que, selon une habitude prise dans le petit clan, elle aimait à raconter. Elle disait volontiers ensuite « J'aime beaucoup cette histoire. Ah, avouez, c'est une bien belle histoire », ce qui lui venait par son mari des Guermantes, qu'elle ne connaissait pas. Madame Swann avait quitté la salle à manger, mais son mari, qui venait de rentrer, faisait à son tour une apparition auprès de nous. « Sais-tu si ta mère est seule, Gilberte ?»« Non, elle a encore du monde, papa. »« Comment, encore ? À cette heure, c'est effrayant. La pauvre femme doit être brisée, c'est odieux. » À la maison, j'avais toujours entendu, dans « odieux », prononcer l'o long. « Odieux ». Mais monsieur et madame Swann disaient « odieux ». En faisant l'eau, bref. Pensez, depuis 2 heures de l'après-midi, reprenait-il en se tournant vers moi. Et Camille me disait qu'entre 4 et 5 heures, il est bien venu 12 personnes. Qu'est-ce que je dis, 12 ? Je crois qu'il m'a dit 14. Non, 12. Enfin, je ne sais plus. Quand je suis rentré, je ne songeais pas que c'était son jour. Et en voyant toutes les voitures devant la porte, je croyais qu'il y avait un mariage dans la maison. Et depuis un moment que je suis dans ma bibliothèque, les coups de sonnette n'ont pas arrêté. Ma parole, ma parole, ma parole d'honneur, j'en ai mal à la tête. Et il y a encore beaucoup de monde après elle ? Non, 2 visites seulement. Sais-tu qui ? Madame Cottard et Madame Bontemps. Ah, la femme du chef du cabinet du ministre des Travaux publics. Je sais que son mari est employé dans un ministère, mais je ne sais pas au juste comme quoi.
disait Gilberte en faisant l'enfant. Comment, petite sotte, tu parles comme si tu avais 2 ans. Qu'est-ce que tu dis? Employé dans un ministère? Il est tout simplement chef de cabinet, chef de toute la boutique. Et encore, où ai-je la tête? Ma parole, je suis aussi distrait que toi. Il n'est pas chef de cabinet, il est directeur du cabinet. Je sais pas, moi. Alors c'est beaucoup d'être le directeur du cabinet? Répondait Gilberte qui ne perdait jamais une occasion de manifester de l'indifférence pour tout ce qui donnait de la vanité à ses parents. Elle pouvait d'ailleurs penser qu'elle ne faisait qu'ajouter à une relation aussi éclatante en n'ayant pas l'air d'y attacher trop d'importance. « Comment si c'est beaucoup ?» s'écriait Swann qui préférait à cette modestie qui eût pu me laisser dans le doute un langage plus explicite. « Mais c'est simplement le premier après le ministre. C'est même plus que le ministre, car c'est lui qui fait tout. Il paraît du reste que c'est une capacité, un homme de premier ordre, un individu tout à fait distingué. Il est officier de la Légion d'honneur. C'est un homme délicieux, même fort joli garçon. Sa femme, d'ailleurs, l'avait épousé envers et contre tous parce que c'était un être de charme. Il avait ce qui peut suffire à constituer un ensemble rare et délicat, une barbe blonde et soyeuse, de jolis traits, une voix nasale, la laine forte et un œil de verre. Je vous dirais, ajoutait-il en s'adressant à moi, que je m'amuse beaucoup de voir ces gens-là dans le gouvernement actuel, parce que ce sont les Bontemps, de la maison Bontemps-Chenu, le type de la bourgeoisie réactionnaire, cléricale, à idées étroites. Votre pauvre grand-père a bien connu, au moins de réputation et de vue, le vieux père Chenu, qui ne donnait qu'1 sou de pourboire au cocher, bien qu'il fût riche pour l'époque, et le baron Bréau-Chenu. Toute la fortune a sombré dans le krach de l'Union générale. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Et dame, on s'est refait comme on a pu. C'est l'oncle d'une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien au-dessous de moi, la fameuse Albertine. Elle sera sûrement très faste, mais en attendant, elle a une drôle de touche. Elle est étonnante, ma fille. Elle connaît tout le monde. Je la connais pas. Je la voyais seulement passer. On criait « Albertine par-ci, Albertine par-là ». Mais je connais Madame Bontemps. Elle ne me plaît pas non plus. Tu as le plus grand tort. Elle est charmante, jolie, intelligente. Elle est même spirituelle. Je vais aller lui dire bonjour, lui demander si son mari croit que nous allons avoir la guerre et si on peut compter sur le roi Théodose. Il doit savoir cela, n'est-ce pas? Lui qui est dans le secret des dieux. Ce n'est pas ainsi que Swann parlait autrefois. Mais qui n'a vu des princesses royales fort simples, si 10 ans plus tard, elles se sont fait enlever par un valet de chambre et qu'elles cherchent à revoir du monde et sentent qu'on ne vient pas volontiers chez elles, prendre spontanément le langage des vieilles raseuses, et quand on cite une duchesse à la mode, ne les entendus pas dire « Elle était hier chez moi, et je vis très à l'écart ». Aussi était-il inutile d'observer les mœurs, puisqu'on peut les déduire des lois psychologiques. Les Swann participaient à ce travers des gens chez qui peu de monde va. La visite, l'invitation, une simple parole aimable de personnes un peu marquantes, étaient pour eux un événement auquel ils souhaitaient de donner de la publicité. Si la mauvaise chance voulait que les Verdurins fussent à Londres, quand Odette avait eu un dîner un peu brillant, on s'arrangeait pour que, par quelques amis communs, la nouvelle leur en fût câblée outre-Manche. Il n'est pas jusqu'aux lettres, aux télégrammes flatteurs reçus par Odette, que les Swann ne fussent incapables de garder pour eux. On en parlait aux amis, on les faisait passer de main en main. Le salon des Swann ressemblait ainsi à ces hôtels de ville d'eau où on affiche les dépêches. Du reste, les personnes qui n'avaient pas seulement connu l'ancien Swann, en dehors du monde, comme j'avais fait, mais dans le monde, dans ce milieu guermantes, où en acceptant les altesses et les duchesses, on était d'une exigence infinie pour l'esprit et le charme, où on prononçait l'exclusive pour des hommes imminents qu'on trouvait ennuyeux ou vulgaires,
Ces personnes-là auraient pu s'étonner en constatant que l'ancien Swann avait cessé d'être non seulement discret quand il parlait de ses relations, mais difficile quand il s'agissait de les choisir. Comment madame Bontemps, si commune, si méchante, ne l'exaspérait-elle pas? Comment pouvait-il la déclarer agréable? Le souvenir du milieu guermantes aurait dû l'en empêcher, semblait-il. En réalité, il y aidait. Il y avait certes chez les guermantes, à l'encontre des trois quarts des milieux mondains, du goût, un goût raffiné même, mais aussi du snobisme, d'où possibilité d'une interruption momentanée dans l'exercice du goût. S'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas indispensable à cette coterie, d'un ministre des Affaires étrangères, républicain, un peu solennel, d'un académicien bavard, le goût s'exerçait à fond contre lui. Swann plaignait madame de Guermantes d'avoir dîné à côté de pareils convives, dans une ambassade où on leur préférait 1000 fois un homme élégant, c'est-à-dire un homme du milieu Guermantes, bon à rien, mais possédant l'esprit des Guermantes, quelqu'un qui était de la même chapelle. Seulement, une grande duchesse, une princesse du sang, dînait-elle souvent chez madame de Guermantes. Elle se trouvait alors faire partie de cette chapelle, elle aussi, sans y avoir aucun droit, sans en posséder en rien l'esprit. Mais avec la naïveté des gens du monde, du moment qu'on la recevait, on s'ingéniait à la trouver agréable, faute de pouvoir se dire que c'est parce que l'on l'avait trouvée agréable qu'on la recevait. Swann, venant au secours de madame de Guermantes, lui disait, quand l'Altesse était partie, « Au fond, elle est bonne femme. Elle a même un certain sens du comique. Mon Dieu, je ne pense pas qu'elle ait approfondi la critique de la raison pure, mais elle n'est pas déplaisante. »« Je suis absolument de votre avis, » répondait la duchesse. Et encore, elle était intimidée, mais vous verrez qu'elle peut être charmante. Elle est bien moins embêtante que madame X, la femme de l'académicien bavard, laquelle était remarquable, qui vous cite 20 volumes. Mais il n'y a pas même de comparaison possible. La faculté de dire telle chose, de les dire sincèrement, Swann l'avait acquise chez la duchesse et conservée. Il en usait maintenant à l'égard des gens qu'il recevait. Il s'efforçait à discerner, à aimer en eux les qualités que tout être humain révèle, si on l'examine avec une prévention favorable, et non avec le dégoût des délicats. Il mettait en valeur les mérites de madame Bontemps comme autrefois ceux de la princesse de Parme, laquelle eût dû être exclue du milieu Guermantes, s'il n'y avait pas eu entrée de faveur pour certaines altesses, et si même, quand il s'agissait d'elle, on eût vraiment considéré que l'esprit ait un certain charme. On a vu d'ailleurs autrefois que Swann avait le goût, dont il faisait maintenant une application seulement plus durable, d'échanger sa situation mondaine contre une autre qui, dans certaines circonstances, lui convenait mieux. Il n'y a que les gens incapables de décomposer dans leur perception ce qui au premier abord paraît indivisible, qui croient que la situation fait corps avec la personne. Un même être, pris à des moments successifs de sa vie, baigne à différents degrés de l'échelle sociale dans des milieux qui ne sont pas forcément de plus en plus élevés. Et chaque fois que dans une période autre de l'existence, nous nouons ou renouons des liens avec un certain milieu, que nous nous y sentons choyés, nous commençons tout naturellement à nous y attacher en y poussant d'humaines racines. Pour ce qui concerne madame Bontemps, je crois aussi que Swann, en parlant d'elle avec cette insistance, n'était pas fâché de penser que mes parents apprendraient qu'elle venait voir sa femme. À vrai dire, à la maison, le nom des personnes que celle-ci arrivait peu à peu à connaître piquait plus la curiosité qui n'excitait d'admiration. Au nom de madame Trombert, ma mère disait « Ah, mais voilà une nouvelle recrue, et qui lui en amènera d'autres. » Et comme c'est dû comparer la façon un peu sommaire, rapide et violente dont madame Swann conquérait ses relations à une guerre coloniale, maman ajoutait « Maintenant que les Trombert sont soumis, les tribus voisines ne tarderont pas à se rendre. » Quand elle croisait dans la rue madame Swann, elle nous disait en rentrant « J'ai aperçu madame Swann sur son pied de guerre.
Elle devait partir pour quelques offensives fructueuses chez les Masséchutos, chez les Cingalais ou les Trombert, et toutes les personnes nouvelles que je lui disais avoir vues dans ce milieu un peu composite et artificiel, où elle avait souvent été amenée assez difficilement et de mondes assez différents, elle en devinait tout de suite l'origine et parlait d'elle comme elle aurait fait de trophées chèrement achetés. Elle disait « rapporté d'une expédition chez les Intel ». Pour Madame Cottard, mon père s'étonnait que Madame Swann pût trouver quelque avantage à attirer cette bourgeoise peu élégante, et disait « malgré la situation du professeur, j'avoue que je ne comprends pas ». Ma mère, elle, au contraire, comprenait très bien. Elle savait qu'une grande partie des plaisirs qu'une femme trouve à pénétrer dans un milieu différent de celui où elle vivait autrefois lui manquerait si elle ne pouvait informer ses anciennes relations de celles relativement plus brillantes par lesquelles elle les a remplacées. Pour cela, il faut un témoin qu'on laisse pénétrer dans ce monde nouveau et délicieux, comme dans une fleur un insecte bourdonnant et volage, qui ensuite, au hasard de ses visites, répandra, on l'espère du moins, la nouvelle, le germe dérobé d'envie et d'admiration. Madame Cottard, toute trouvée pour remplir ce rôle, rentrait dans cette catégorie spéciale d'invités que maman, qui avait certains côtés de la tournure d'esprit de son père, appelait des « étrangers va dire à Sparte ». D'ailleurs, en dehors d'une autre raison qu'on ne sut que bien des années après, Madame Swann, en conviant cette amie bienveillante, réservée et modeste, n'avait pas craint d'introduire chez soi, à ses jours brillants, un traître ou une concurrente. Elle savait le nombre énorme de calices bourgeois que pouvait, quand elle était armée de l'aigrette et du porte-cartes, visiter en un seul après-midi cette active ouvrière. Elle en connaissait le pouvoir de dissémination et en se basant sur le calcul des probabilités, était fondée à penser que très vraisemblablement, tel habitué des Verdurins apprendrait dès le surlendemain que le gouverneur de Paris avait mis des cartes chez elle, ou que M. Verdurin lui-même entendrait raconter que M. Le Haut de Pressagny, président du concours hippique, les avait emmenés, elle et Swann, au gala du roi Théodose. Elle ne supposait les Verdurins informés que de ces deux événements flatteurs pour elle, parce que les matérialisations particulières sous lesquelles nous représentons et nous poursuivons la gloire sont peu nombreuses par le défaut de notre esprit, qui n'est pas capable d'imaginer à la fois toutes les formes que nous espérons bien d'ailleurs, en gros, que simultanément elle ne manquera pas de revêtir pour nous.